d'une morula, hein, d'un embryon de mouton et d'un embryon de chèvre. Et tout ça a été incubé dans l'utérus d'une chèvre. Mais vous voyez que vous avez un animal tout à fait composite avec une tête de chèvre et avec un corps qui est recouvert par une toison qui ressemble à une toison de mouton. C'est donc une chimère. Vous voyez qu'on peut faire des chimères extrêmement compliquées. Alors, ça, c'était simplement pour vous dire que les gens qui s'intéressent à ces problèmes-là peuvent trouver des documents beaucoup plus complets ici dans un livre que j'ai écrit il y a quelques années et puis dans un autre que j'ai écrit plus récemment sur les cellules souches. Ce dont je voulais aussi vous parler, c'est d'un autre problème qui est celui de la formation de chimères qui ne sont pas exactement comme celles qui ne méritent probablement pas le terme de chimère. Il s'agit d'expériences qui sont faites maintenant, en Angleterre notamment, et qui consistent à prendre un ovocyte animal, comme un ovocyte de lapin ou un ovocyte aussi de vache, et à enlever le noyau de l'ovocyte et à remplacer le noyau de l'ovocyte par un noyau humain, un noyau somatique humain qui a 2 N chromosomes, un noyau prélevé dans une cellule quelconque. À ce moment-là, l'ovocyte animal va commencer un développement embryonnaire avec un matériel génétique, un patrimoine génétique qui appartient à une autre espèce, c'est-à-dire qui appartient à l'homme. Pourquoi faire des choses aussi baroques? Eh bien, on fait ça parce que on voudrait étudier sur des cellules souches qu'on peut dériver d'embryons de cette sorte, enfin du moins on espère pouvoir dériver des cellules souches. On voudrait étudier le comportement de certaines anomalies génétiques humaines. Parce que souvent, il y a des maladies génétiques humaines dont on voudrait étudier les différentes particularités au niveau cellulaire, au niveau génétique, etc. Et ceci est extrêmement difficile à faire sur l'individu malade, sur l'homme. Et ce qu'on souhaiterait, c'est arriver à avoir la photocopie, si vous voulez, de ces maladies dans des cellules sur lesquelles on pourrait essayer des médicaments, sur lesquelles on pourrait faire toutes sortes de choses qu'on ne peut pas faire vraiment sur des cellules qui sont des cellules qui appartiennent à un individu humain, parce que ça serait une lésion qu'on ferait à ces gens qui sont déjà très handicapés. Alors, je pourrais vous parler, si vous le souhaitez, plus longuement de ces pratiques et qui sont d'ailleurs encore pour le moment un petit peu hypothétiques, si vous le souhaitez. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai peut-être prolongé un peu trop mon exposé. Un grand merci à Madame le professeur Ledouarin pour la compétence que vous nous partagez ce soir et pour les éléments que vous offrez à notre réflexion. Le père Jean-Marc Dole. Je vous en prie, Madame. Je mets là. Oui. Le débat avec Madame Ledouarin. Est-ce que vous voudriez remettre l'image de chimère, peut-être? La première? Oui. Et avec le docteur Benoît Bell. Merci. Merci encore, Madame le professeur. Merci, Monseigneur. Merci, docteur, d'être présent et de nous aider à réfléchir ensemble à la suite de l'exposé que nous venons d'entendre. À nouveau, merci à vous, ici présents au Collège des Bernardins, et à vous qui nous rejoignez par KTO. Madame le professeur, peut-être pour reprendre de manière synthétique, est-ce que vous pourriez nous redire en quelques mots les raisons pour lesquelles, aujourd'hui encore, cela fait pratiquement un siècle que les expériences se déroulent en laboratoire, pourquoi fait-on cela? Il y a un intérêt de recherche fondamentale, j'imagine, comme vous l'avez souligné, pour la compréhension du développement des embryons, cette chose extraordinaire que nous offre la nature. Un enjeu donc de recherche fondamentale, certainement. Est-ce qu'il y a aussi des perspectives proches ou lointaines de thérapie génique ou alors de génie génétique pour avoir des organismes susceptibles de produire des substances qui nous intéresseraient? Ah oui, on
peut faire aussi des chimères par génie génétique, c'est-à-dire en injectant des gènes humains, par exemple, à l'intérieur d'ovocytes, comme ça, ou à l'intérieur d'eux, en faisant de la transgénèse. Et à ce moment-là, on obtient des chimères génétiques. Alors, là, il ne s'agit pas d'introduire des cellules, mais de modifier le génome des animaux pour leur faire produire, par exemple, de la caséine ou de l'insuline, différents types de produits. Ça. Alors, mais quand vous parlez de recherche fondamentale, il ne faut pas oublier que tout ce qu'on connaît en technologie, toutes les applications, elles proviennent d'observations qui sont faites en recherche fondamentale. L'embryologie expérimentale et les mécanismes du développement, ils ont pris véritablement racine dans les travaux que je vous ai décrits, entre autres. Bien entendu, il y a eu d'autres travaux, mais ces travaux-là de Spemann, ils ont été formidablement instructifs, parce qu'on a commencé à pouvoir, si vous voulez, c'est comme une machine. Il faut la démonter pour savoir un peu comment ça marche. Mais là, c'est un peu ça. On démonte le développement, la magnifique machine qui fait du nouveau jour après jour et même heure après heure. On essaie de comprendre comment se déroulent ces événements. Et comment ils se déroulent, c'est en les dérangeant ou en marquant un certain nombre d'étapes qu'on peut comprendre ce qui se passe. Par conséquent, c'est cette façon de considérer que les recherches fondamentales, c'est quelque chose pour amuser les chercheurs, c'est pas tout à fait juste. Hein. Il faut comprendre que tout ce que nous connaissons, c'est à partir de recherches de type fondamental. Ah oui, recherche de grand prix, de grande valeur. Pour ouvrir notre table ronde et en venir ensuite à des questions plus précises, avant, dans un deuxième temps, de vous donner la parole à vous qui êtes présents dans le public, docteur ou monseigneur, avez-vous l'une ou l'autre réaction immédiate à l'ensemble de la présentation du professeur Ledouarin? Réagir par rapport à la question, tout d'abord, c'est qu'est-ce que sont les chimères? Alors, la question éthique qui se pose fondamentalement, c'est quand même celle de l'homme animal, c'est-à-dire la dernière loi qui a été permise par M. Gordon Brown, Premier ministre d'Angleterre, qui permet aujourd'hui de fabriquer des chimères homme-animal, comme on l'a entendu tout à l'heure, à partir d'une ovocyte, soit de lapine, soit de vache, etc., avec un noyau humain. La question, c'est que sont ces êtres-là? Et même en droit, ça pose une question, puisque notre droit, évidemment pas le droit anglais ne reconnaît l'existence d'une personne humaine ou d'un être humain tel quel qu'au 14e jour. Mais en France, l'article 16 de notre Code civil et la loi Benda en Allemagne, le rapport Benda, autorise effectivement à considérer l'embryon dès le commencement, c'est-à-dire dès la conception, comme un être humain. Donc qu'est-ce celui-ci? C'est-à-dire s'il est défendu par le droit, s'il est en reconnaissance d'un droit particulier, on peut se demander ce qu'est ce chimère, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette chimère qui est à la fois homme-animal. Est-ce qu'on peut... Voilà, on a fait l'émergence de quelque chose, ça pose une question par rapport à la dignité de l'homme, déjà. Est-ce qu'il y a une dignité de l'homme à laquelle on atteint en permettant effectivement quelque chose qui n'est ni homme ni animal, puisqu'on ne peut pas lui donner de statut particulier, même si 99% du génome, effectivement, est humain, une partie quand même vient de la mitochondrie qui est dans le cytoplasme et puis bon, tout ce qu'il peut y avoir qu'on ne connaît pas, parce qu'effectivement, un organisme comme ça peut très bien, on a soulevé les risques éventuels de ce genre de chimère, puisque dans cet être-là, il peut y avoir très bien des organismes, micro-organismes contre lesquels le récepteur pouvait très bien se défendre, mais que celui qui a le patrimoine ne sait pas se défendre. Par exemple, la barrière immunologique ne serait pas efficace. Bien, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est effectivement l'humanité de l'homme. De toute façon, ces chimères, comme les embryons, et c'est ça notre question, c'est qu'ils sont détruits, parce qu'on ne les laisse pas se développer. On ne laisse pas se développer parce que justement, on ne voudrait pas qu'ils naissent, et c'est une interdiction formelle, ces chimères hommes humaines, parce qu'on ne saurait pas très bien ce que c'est. Probablement, ils seraient gravement handicapés, j'imagine, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc, voilà, on les détruit. Mais on détruit quoi au juste? On détruit un animal ou on détruit un homme? C'est la deuxième question. Ensuite, l'autre question, c'est par rapport à la recherche fondamentale. Bien, la recherche fondamentale est importante et tout le monde est pour la recherche fondamentale. Mais la question qui se pose, est-ce que la science est porteuse de sa propre éthique? C'est une autre question. Vous voyez, beaucoup de questions sont soulevées par cela. Est-ce que la science est porteuse de sa propre éthique? C'est pas sûr, puisque Rabelais, déjà, qui pourtant était tout à fait pour la science, disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc la question qui se pose, c'est qui va définir l'éthique? Alors, la recherche est bien, l'éthique n'est pas là pour empêcher la recherche scientifique, mais peut-être
peut-être pour l'orienter vers des choses qui sont dignes de l'homme. C'est la question, nous, que nous posons. Et c'est la question, sans doute, qui va faire débat ce soir. Donc je me tais, je continuerai ensuite. Madame le professeur, vous souhaitiez réagir immédiatement? Oui, je veux réagir parce que je ne pense pas que ce qu'on appelle les cybrides, c'est-à-dire un cytoplasme d'un ovocyte de vache, dans lequel on met un noyau de cellules de